Qui ça qui pousse au monsieur Abel Alex Lidoui, il est sorti un livre intitulé La culture matérielle des élites sociales et des milieux populaires en Martinique, 1852-1900. C'est un travail que j'avais déjà commencé dans d'autres ouvrages, mais c'est vrai qu'il fallait, par rapport à tout ce qui est produit en France, notamment au niveau des historiens, je pense qu'en Martinique, on a un certain retard sur tout ce qui a trait à la culture matérielle, donc tout ce que possédaient les gens dans leurs intérieurs, donc dans les demeures rurales et urbaines, soit de Fort-de-France, soit de Saint-Pierre, et aussi dans les maisons de maîtres des habitations qui continuent d'exister après l'abolition de l'esclavage. Alors, culture matérielle, nous quand on parle de culture matérielle, c'est-à-dire l'habitat, d'abord, et à l'intérieur de l'habitat. C'est-à-dire que ça rentre dans ces maisons, c'est-à-dire meubles, et vaisselle, et tout ce qui est lié à la vie sociale et culturelle, piano, bibliothèque, etc. Donc c'est intéressant, ça va montrer un petit peu qui maniait à travers ces meubles-là, bibliothèque-là, la vaisselle-là, et bien, qui maniait c'est notre vivre. Ah ouais, alors, nous, après 48 ans, c'est important, c'est-à-dire, il y a les grands blancs, les béquets qui Saint-Pierre, il y a les béquets ruraux qui a d'habitation, et puis on y est autour de Saint-Pierre, de Fort-de-France, pratiquement dans tous les bouts, dans tous les milieux de tous les bouts, puisqu'il y a un niveau aussi, les cailloux, et l'habitat dans les milieux ruraux, la bourgeoisie rurale, qui mania yoka, Saki Caillou, bibliothèque Saki Pani, d'accord? Et puis on y est aussi tout autour de Saint-Pierre, sous les on a l'homme peine pour un prolétariat qui a venu chercher le travail, c'est quoi que des débardeurs, des jobbers. Ouais. Et évidemment, qui vivent dans la cour, des la cour, comme nous connaissons la cour forte, tout partout, une la cour. Dans toute la Caraïbe, quand vous la cour, quoi les Cuba, c'est Solar là, c'est la cour, quoi les Trinidad, la cour, tout partout, la cour, la cour, la cour, fille à peine la cour. Dans c'est la cour, eh bien, c'est mon qui organise vie sociale, vie culturelle, évidemment, les instruments, les besoins culinaires, etc. Donc, c'est intéressant, ça bon, nous, parce que nous, entre 1850, juste après l'abolition, la libération, en 1900, où l'élite, c'est-à-dire, ça recrée les mulâtres, cette nouvelle génération, cette nouvelle bourgeoisie, les mulâtres, qui a Continuez, monsieur. Les mulâtres qui a... Est-ce qu'il a adopté, est-ce qu'il y a les moyens d'adopter mode de vie? Est-ce qu'il y a les moyens d'adopter mode de vie, ces maîtres-là? Est-ce qu'il y a des richesses supplémentaires qui peuvent être acquis, etc.? C'est-à-dire, est-ce que c'est par mimétisme, ou encore, est-ce pas qu'à créer un moment-là, une espèce de, comment dire, une nouvelle culture matérielle créole? C'est-à-dire, est-ce qu'il n'y a pas là qu'à net et... Le mode de vie créole. Le mode de vie créole. Alors, donc, je veux dire que les différents milieux s'influencent entre eux, naturellement. Ce sont souvent les élites qui introduisent pas mal d'objets, de pratiques au niveau des autres milieux, puisque c'est par eux qu'arrive, je dirais, tout ce qui vient de l'extérieur. Donc, les négociants, les marchands à Saint-Pierre, à Fort-de-France, introduisent des objets. Naturellement, c'est ceux qui achètent d'abord, et ensuite, on descend dans les différentes strates, dans les milieux intermédiaires, donc les classes moyennes. Et puis au dernier échelon, on va aborder donc tous les milieux populaires et certains sont plus aisés que d'autres. Et au fur et à mesure, donc par petites touches, donc les différents milieux vont s'influencer entre eux. Et par exemple, la cuisinière qu'on dit toujours qui est une passeuse de l'art culinaire en Martinique. Elle travaille pour les élites sociales. Elle travaille chez le blanc créole, chez le grand béquet. Donc, tout ce qui est au niveau de la cuisine qu'elle utilise sera utilisé dans la cuisine du blanc créole, du béquet. Et elle va aussi l'utiliser chez elle lorsqu'elle le peut avec, comme on dit, les canaries héritage amérindien. Donc, le panier caraïbe qu'on peut retrouver ici et là. Donc, des choses comme ça qui font que les différents milieux vont s'influencer. Mais c'est vrai que beaucoup de choses viennent par le biais des élites sociales. Donc, est-ce que le fait qu'ils sont capables de capter l'extérieur et de transformer ça en fonction dans les conditions de Saint-Pierre ou de Fort-de-France ou de quelques bouts, est-ce que c'est pas une modification ou une nouvelle création? De toute façon, il y a forcément modification puisque les produits de base sont plus les mêmes. Ils ont adaptation. Adaptation voilà. Aussi, et surtout puisque les modes aussi bien vestimentaires que culinaires
sont influencés par les apports amérindiens, les apports donc européens, les apports africains et les apports indiens qui arrivent en 1853 avec cet apport d'Indiens et chinois aussi. Ouais. Donc il y a tout ça qui s'entremêle et s'entrecroise pour donner justement ce qu'on appelle entre guillemets une culture créole et il y a aussi une culture, je dirais une gastronomie créole, voilà, qui tire de chaque qui prend un peu de chaque pour créer quelque chose de nouveau. Voilà. De nouveau. Un petit détail, justement, lorsque tu menais tes investigations, tes enquêtes, par exemple, moi, vivre Basse-Pointe pendant longtemps, lorsque tu as, par exemple, je suppose que des habitations comme Pécoul, par exemple, ou dans un accès à ces bagages-là, tu as l'aspect extérieur, mais le mobilier sacré à l'intérieur. C'est-à-dire que, au PACA, par exemple, même lors des journées portes ouvertes de tourisme, ils font très, très, très attention. Est-ce que tu as eu accès justement à des pièces? Qui a mobilier des habitations? Des habitations. Oui, ça. C'est-à-dire que moi, j'ai travaillé sur des documents, des actes notariés manuscrits. Donc, des documents qui... Tu n'as pas vu des meubles, tu n'as pas... Non, j'ai, en fait, on voit, j'ai eu l'occasion de visiter l'habitation de Paz, d'autres habitations, notamment l'habitation de la sucrerie, hors des journées du patrimoine, par le biais de la Société d'Histoire. Et il y a du mobilier qui est plus ou moins ancien, mais je pense que le mobilier le plus intéressant que j'ai vu, c'est quand même à l'habitation au François, à Chez Clément. Chez Clément, l'habitation à Cagejou. Donc voilà, c'est là que j'ai vu un mobilier intéressant, notamment une bibliothèque où j'entrevoyais un ouvrage de Victor Hugo dans la bibliothèque, voilà, qui me faisait penser effectivement à une période beaucoup plus ancienne. Voilà. Donc tu as fait toutes sortes d'investigations écrites, etc. Tu as également fait des enquêtes des gens. Non, c'est du travail uniquement d'archives. D'archives, voilà. Donc c'est documents manuscrits, actes, donc contrat de mariage, testament et inventaire après décès. Alors, on reprend. On va commencer par l'habitat. L'habitat, du mobilier, naturellement, qui est très important au niveau des élites sociales, du mobilier en mahogany, en courbaril, mais aussi en palissandre, donc parfois du bois de rose aussi, rotin. Donc tous les bois nobles se retrouvaient en général au niveau des élites sociales. Et en fait, plus on va descendre dans les milieux, au niveau des milieux intermédiaires, milieux populaires, on va avoir une dégradation au fur et à mesure. Mais d'une manière générale, quand même les milieux intermédiaires utilisent aussi des bois intéressants, donc mahogany, courbaril, et tous ces bois-là sont utilisés. En fait, c'est le budget que chaque chaque personne va utiliser pour acheter des meubles qui va montrer un petit peu la richesse ou non du propriétaire. Par exemple, on peut retrouver du mahogany même chez les milieux populaires, sauf que quand on va retrouver du mahogany, c'est pour un meuble. Non, mais n'oublie pas aussi qu'il y a le souci de fierté. Hein. Nègre toujours les fait au lac. Non, mais c'est dans nos gènes même. Non. En fait, c'est ça. C'est-à-dire, ce sont les moyens qu'ils mettent à disposition. Voilà. C'est pas les mêmes moyens. C'est pas les mêmes moyens. C'est ça le problème. C'est pas les mêmes moyens. Et Saint-Pierre, c'est une ville très particulière. Si vous traitez 28 000 habitants, il doit y avoir peut-être 7 à 8 000 personnes qui ont les moyens et tu as à côté. C'est la plèbe. Oui, et c'est ça. Mais n'empêche que alors, il y a un morceau l'échelle pour. Tu connais morceau l'échelle pour descendre, etc. C'est une servante qu'on a fait venir du Mont-Nevers. Et puis c'est Matador de la fête. Oui, mais tu vois bien les relations qui naissent. Voilà un morceau qui est très intéressant. M'a écouté plusieurs fois. Il descend il est alpha. Exact. Il déclare qu'il prend mon nom madame là. Non mais ça c'est la partie l'interprétation. La partie culture populaire. Il faut l'aspect je veux un peu comment dire ludique, etc. Mais ça montre bien un peu l'esprit, la relation humaine qui naît entre la personne qui descend de la campagne, qui est bonne des chaises, d'accord, et qui va travailler chez un patron, mais qui ramène aussi chez elle aussi ce qu'elle a vu. Et c'est ça, donc, c'est intéressant. Alors, je parle de l'habitat et parle d'abord des constructions. Quel type de construction qu'on retrouve? En fait, les constructions, c'est partie en bois, partie en maçonnerie, comme d'habitude. Donc, les sous-bassements en maçonnerie, ou maçonne, comme il disait, et puis la charpente en bois, donc c'est ce qu'on retrouve. J'ai quand même trouvé une maison de maître à Lansalane qui était entièrement dure, donc c'est assez rare au niveau des maisons de maître en tout cas. Donc en général c'est toujours du bois allié à de la maçonnerie. Voilà, donc en général. Est-ce qu'il y a une architecture très particulière avec véranda autour? Est-ce que c'est lié? Alors souvent dans les maisons, que ce soit des demeures rurales ou urbaines, on a l'aménagement. Je dirais tout d'abord, quand on rentre dans la maison, il y a toujours une galerie.
qui est ouverte ou fermée, et une galerie qui peut faire tout le tour donc de la maison. Ouais, oui. Souvent dans les maisons de maître. On vous dit 4 galeries effectivement ouvertes chaque côté ou fermées, et donc une galerie d'entrée qui peut servir aussi de lieu où les gens faisaient leur déjeuner. Donc, il y a une table à manger et on déjeunait là dans la galerie. Et puis après, on passait au salon. C'est ça. Et alors, est-ce que ce mode d'habitat se retrouve à Saint-Pierre et dans les zones rurales, ou c'est propre aux zones rurales? Enfin, est-ce que c'est une architecture traditionnelle du maître en Martinique, que ce soit en ville ou... Alors, pour cet ouvrage... Et surtout, est-ce que ça a été décalqué, ce qu'on va dire, hein? Voilà. Décalqué en laissant quitter qu'a fait en France? Non, pas possible. Le mythe de la maison coloniale, il veut t'expliquer est-ce que c'est un prototype K et puis que tu retrouves ça sur toute l'habitation? Non, en fait, chaque maison, parfois, ses propres caractéristiques. Mais c'est vrai qu'on retrouve des choses quand même... on retrouve des points communs. Des points communs. Galerie d'entrée, salle à manger et ou salon. Elle peut faire les deux. Donc, parfois, cuisine extérieure. C'est pas cuisine à l'extérieur, toujours à l'extérieur, par rapport aux incendies. Et l'office qui était à côté, soit du salon, soit de la salle à manger. Là, on retrouvait tout ce qui concerne la vaisselle, voilà. Et puis, à l'extérieur, parfois, une cour avec un puits ou un bassin à eau, une chambre à bain, voilà. C'est ça. Tout est. Enfin, faut comprendre un petit peu l'architecture que nous avons, c'est l'architecture liée évidemment à la zone climatique que nous avons tropicale. L'orientation des maisons. L'orientation des maisons que nous avions en Martinique. Un système de clés pour mettre les circulations dehors. Les plafonds sont très hauts, à plus de 3 mètres, pour permettre l'air de circuler. Et puis, en fait, toute la construction est liée sur les premiers charpentiers que nous avons, c'est les charpentiers navals. Ouais. Donc la structure, charpentier naval, donc la structure de base, la manière dont la toiture, la maison est conçue, est faite par des charpentiers marins, parce que tu sais bien, quand la colonisation des terres a permis quoi? La zone de rivage, les terres, puis les zones de bois debout. La zone de bois debout, c'est la zone qui est au-dessus de l'habitation, qui servait. Et ce bois servait évidemment la construction des maisons et à réparer les navires. Et la structure, enfin, les premiers artisans qui sont menuisiers, etc. sont des charpentiers marins, c'est-à-dire ceux qui réparaient les bateaux. Et ça a été transmis évidemment dans la construction rurale. C'est comme ça que c'est passé. Donc le système de clin qu'on a bien vu des toitures, on voit même ça dans les églises à Saint-Clus, le système de structure. Casse-pilote structure dans les églises, c'est structure Font-Saint-Jacques marine. Parce que c'est un charpentier marin. Donc les maîtres, enfin ceux qui ont les moyens, les premiers colons, etc., ce sont des charpentiers marines qui ont transmis ça aux nègres-talents, ce qu'on appelle les nègres-talents, les artisans. Les voûtes des navires, c'est ça que tu vois, carrément. Et qui ont transmis ça aux artisans, ça peut, même les artisans esclaves, parce qu'ils s'appellent les nègres-talents, et qui ont reproduit à l'extrême, etc. Ça, c'est pour le mobilier. Alors, je pense qu'en lisant ton livre, il y a l'habitat à Fort-de-France dans la ville, il y a l'habitat aussi rural. Oudi, vous avez fait plusieurs livres, hein, d'après ça m'entend, mais combien de temps on fait pour apprendre pour faire un livre comme ça? Il faut qu'on travaille avant, faut qu'on cherche, faut qu'on marche, faut qu'on dépense l'essence à pied, souliers, tout ça. Alors, en fait, avec le temps, à force d'écrire des ouvrages, il y a une méthodologie qu'on acquiert au fil du temps pour aller un petit peu plus vite, c'est qu'on fait parfois les choses en même temps. On fait des recherches en archives et en même temps, on pense déjà à un plan pour l'ouvrage qu'on rédige, et au fur et à mesure de l'avancée des recherches en archives, on le modifie au fur et à mesure et on l'améliore. Et je prends l'habitude aussi d'écrire en même temps, de rédiger déjà le livre en même temps que je continue des recherches. Donc après, ça permet de réduire l'espace-temps dans lequel on a travaillé. Et donc, en général, pour celui-là, c'est 6 mois. 6 mois. Maman. Et ces livres-là, hein? Ouais. Il y a 300 et 600 pages. Alors, donc ça veut dire qu'il y a du non dedans. Mais oui, parce qu'il y a des cas de recherche dans les domaines, aux archives, il faut penser qu'il a pris tout ça, et ensuite il a compilé, et ensuite il a choisi des thèmes, c'est ça, monsieur Louis. Quoi choisir des thèmes, quoi traiter. Pas en face micro, hein, monsieur. En cas dit, les cafés des archives, c'est monstrueux, les archives. Moi, sous aux archives Martinique, il faut donc courageux, monsieur Louis, pour assister dans les archives. Enfin, actuellement, il est numérisé, mais à l'époque, il faut donc être courageux pour assister. Mais tout n'est pas numérisé, malheureusement. Donc, on est obligé quand même de travailler sur des documents qui sont parfois très anciens
et qui s'abîment, et notamment les documents notariés manuscrits qui sont dans des cartons. Certains d'entre eux, dès qu'on ouvre le carton, on voit tout de suite l'état qui se détériore. Et donc là, je passe un petit appel pour la CTM pour essayer de numériser ces documents manuscrits aussi, parce que c'est très important pour nous, pour l'histoire, pour les chercheurs, que ces documents soient conservés dans de bonnes conditions. Dans de bonnes conditions. Bon, à nous confier à dans on va parler de l'habitat dans les villes et dans les campagnes. Oui, donc dans ce livre-là, je ne me suis pas intéressé à Saint-Pierre. Tout simplement, pourquoi ? Parce que les actes notariés manuscrits n'abordent pas Saint-Pierre, où tout ce qui est manuscrit a dû être perdu avec l'éruption. Voilà. Et donc, les actes d'état civil aussi. Non, mais ça m'a permis d'aborder Fort-de-France et puis beaucoup de communes du Nord Atlantique, Trinité, Lorrain, Grand-Anse-Lorrain, Gros-Morne un petit peu, et puis des communes du Sud. Trois-Îlets notamment, un petit peu Rivière-Salée, Ducos, Saint-Esprit, et donc voilà. Il y a des habitations notamment au Saint-Esprit, une habitation, l'Avenir ou la Dorzole, qui est intéressante parce qu'on en apprend sur pas mal de choses. Alors tu as travaillé Fort-de-France. Voilà. Alors Fort-de-France, il y a plusieurs éléments de la construction, puisque il y a la première ville. Blénac, la première ville avec sa bande de Blénac, etc. Ensuite, à Fort-de-France, on a eu tremblement de terre et incendie. Oui, il y a eu beaucoup de choses. D'ailleurs, même, je crois que même dans la seconde moitié du 19e siècle, il y a eu cyclone en 1891. Il y a eu aussi incendie très important à la fin du 19e siècle. Et il y a eu tremblement de terre, tremblement de terre. Donc, il y a eu beaucoup de choses. Effectivement, il a fallu souvent reconstruire, abandonner la construction en dur pour revenir au bois. Donc voilà, ça n'a pas toujours été évident. Donc effectivement, mais dans la seconde moitié du 19e siècle, c'est des constructions parties en maçonnerie pour les soubassements et la charpente en bois. Donc c'est ça qui domine dans la ville de Fort-de-France et ailleurs aussi dans les bourgs ruraux et dans les campagnes au niveau des habitations rurales. Oui, parce que en lisant l'étude de Fort-de-France, j'ai bien constaté, tremblement de terre avait détruit Fort-de-France. Donc on dit on reconstruit en bois, soi-disant pour assouplir effectivement. L'incendie est arrivé, les maisons brûlées, le bois brûlé, et on dit, bon, on recommence soubassement en béton. Et, alors, il y a un exemple simple, c'est la maison de la Garrigue, quand tu as dû voir à la rue, dans la rue, la maison de la Garrigue, je sais qu'il y a la maison de la Garrigue, il y a la maison Saint-Cyr. Et il y a une maison coloniale, créole qui est dans une des rues de Fort-de-France, qui est typique de cet architecte. Mais c'est la maison de la Garrigue. La maison de la Garrigue, c'est la rue Moblé Nolaria, mais qui est typique de cette maison. Et avec à l'intérieur une cour intérieure bien organisée, etc., avec puits, etc. Et la maison Saint-Cyr, qui est aussi une maison de mulattes, entre parenthèses. Donc, quand il y a mulattes, cette moyenne bourgeoisie, même pas mettre la chambre de commerce, pas en bureau par là, Non, la chambre de commerce, c'était Boulevard, il y a une maison de ce style-là aussi, ouais. Et ça, c'est le bord de mer. Ça dit cette bourgeoisie commerçante qui avait une façade maritime, avec des constructions très particulières, le bord de mer, mi-bois, tu as bien vu, mi-bois, mi-béton. Donc, il y a ça. Et dans les communications, on trouve une maison dans les bourgs. Dans les bourgs, donc les bourgs aussi, c'est toujours aussi ce même type de construction. Donc je pense que tous ceux qui ont travaillé à la construction de ces maisons avaient donc on reproduit en quelque part une forme d'habitat qu'on retrouvait, mais qui est parfois beaucoup plus, je dirais, populaire dans certains bourgs. Aux Trois-Îlets, par exemple, on a l'impression que les maisons du bourg sont des petites maisons. Il n'y a pas spécialement de grandes maisons dans le bourg des Trois-Îlets, du moins d'après les documents d'archives. Donc voilà, donc c'est ça qui est un petit peu différent par rapport à Fort-de-France, où là, il y a des maisons cossues, il y a des maisons en général 2 niveaux. À Saint-Pierre, c'était un petit peu différent parce que comme tout était concentré sur le rivage, il y avait des maisons sur 3 niveaux. Donc voilà. Et alors qu'à Fort-de-France, c'est plutôt sur 2 niveaux en général qu'on trouve les maisons. Donc rez-de-chaussée et un étage avec galetas au-dessus. Une curiosité, en passant au Corbet, les petites maisons du coin, ça ne t'a pas intéressé, tu sais? C'est que j'en ai trouvé une qui était sur le bord de mer, qui appartenait à un maître seigneur qui possédait une maison avec 2 pièces, une maison sur le bord de mer à Lens-la-Touche, quoi. Bon, voilà. Et c'est vrai que comme disait un des auteurs que j'ai utilisé pour donner un petit peu de cachet à ce que disaient les contemporains, Louis Garot, qui est un vice-recteur à la Martinique, à la fin du 19e siècle, il disait que, par exemple, le bourg de Casse-Pilote, c'est un village de pêcheurs. Et à mon avis, beaucoup de bourgs du littoral, c'était ça. C'est des villages de pêcheurs, tout le long. Bellefontaine, c'est voilà. typique. Et
De l'autre côté, Nord-Atlantique, la Grande Anse Lorrain, c'est aussi ça. Donc voilà. Donc c'est vrai que l'habitat peut être plus modeste qu'en ville, à Fort-de-France ou à Saint-Pierre, où là effectivement il y a une concentration de belles maisons, de belles demeures cossues avec des éléments beaucoup plus, je dirais, où on met beaucoup plus en valeur l'architecture, voilà, donc du bois un peu plus noble que ce qui est utilisé par exemple aux Trois-Îlets, où on a des maisons avec comme un petit peu à la savane des esclaves que monsieur a reproduit, où vous avez palissadé en planche ou en bambou avec le toit en paille. Donc, c'est ça, l'habitat populaire. Oui, il y a un architecte guadeloupéen qui s'appelle, comment il s'appelle encore, qui est mort avec sa bombe, Jacques Berthelot, qui a écrit un livre qui s'appelle Caribbean Style, c'est-à-dire la maison guadeloupéenne, la maison caraïbe. Alors, j'ai oublié de l'apporter ce livre-là, où il décrit la case créole traditionnelle et la maison du maître, la maison Zévalo, les maisons du maître. Alors, on retrouve cette même structure, enfin, ce même, je dirais, Martinique, Guadeloupe. Le même profil. Guadeloupe, en Haïti. Et, parce qu'effectivement, à Port-au-Prince, etc. Et on retrouve ça aussi, quelquefois, dans les îles de la Caraïbe anglophones. À Cuba, tout ça aussi. Hein? À Cuba aussi, oui. Non, mais Cuba, faut pas en faire de lui, parce que Cuba est un truc particulier. Quand tu vas dans la vieille ville, c'est une ville coloniale. Et c'est là qu'on voit la différence entre la colonisation espagnole et française. Les colons espagnols à Cuba ou à La Havane ou à Santiago, ils ont investi. Hein. Oui, c'est-à-dire, la richesse pour eux, la démonstration de leur richesse était très importante. Ça, c'est les Espagnols. Les Espagnols qui ont fait appel à des architectes italiens. Tu vois ça au Venezuela aussi, que tu vois, hein, qui ont fait appel aux Italiens pour démonstration de leur richesse. On a des colons, et si tu veux, à Cuba, on a eu des colons très riches et qui ont transformé l'île, enfin, où ils habitaient, vraiment en modèle de richesse. D'accord? Par contre, chez nous, en Martinique, on a eu des colons ruraux. Je sais pas, je dis ça toujours, des colons ruraux. C'est le domicile surtout qui les intéressait. Oui, mais des colons ruraux. C'est-à-dire que... À Cuba, ils n'ont jamais produit le chocolat, le cacao. Ils ont la raison de Santiago. Oui, dans le Cuba. Non, mais je voulais te dire, tu t'es intéressé aux maisons, etc. Mais les églises, tu n'as pas... Non, les églises, c'est vraiment... je dirais tout ce qui est religieux, non, je suis pas... Les architectures comme le théâtre, le ciné-théâtre, par exemple, voilà un truc intéressant. Tu n'as pas regardé un petit peu? Non, c'est en fait, ce qui est intéressant par contre, c'est qu'il y a un architecte du bâtiment, monsieur Christophe Charlery, qui a montré que dans ses articles qui datent début des années 2000, que effectivement les maisons des États-Unis, de la Nouvelle-Orléans, ont beaucoup influencé l'habitat ensuite dans cette seconde moitié du 19e siècle, l'habitat martiniquais, notamment à Fort-de-France. Voilà. Et à Pointe-à-Pitre aussi. Structure métallique. Voilà. Il y a un type d'agencement qui a été repris depuis ce qui a été produit à la fois dans les habitats anglo-saxons et qui existait aussi aux États-Unis. Alors, c'est en tout cas, nous actuellement, nous avons comme invité monsieur Abel Alexis Louis pour livre intitulé La culture matérielle des élites sociales et des milieux populaires en Martinique de 1852 à 1900. Donc, on va penser qu'après, il a fait même bagarre là, mais de 1900 à 2023. Non, je ne ferai pas ça parce que je déborde de ma période d'analyse. Donc, je suis un historien moderniste. Et là, en abordant vraiment la deuxième moitié du 19e siècle, je me rapproche beaucoup de ce que fait le travail des historiens contemporanéistes qui travaillent sur cette période-là. Donc, je sors déjà un petit peu de mes habitudes de recherche. Ouais, mais par exemple, dans la ville, dans la commune de Basse-Pointe, tu as un phénomène de 7 habitations qui sont chacune de styles différents. Et que ça n'a pas attiré notre attention. Gradis, ça ne ressemble pas à Moulin-l'Étang. Enfin, chaque habitation, tu vois, est-ce que ça t'a interpellé, ça? C'est-à-dire que moi, je n'ai pas eu à aborder en particulier la commune de Basse-Pointe ou du Macouba, un peu plus loin. Mais à Trinité, où souvent j'ai eu des actes notariés dessus, l'habitation de la Tartane, l'habitation... il y a une autre habitation que celle qui se trouve juste après le bourg de Trinité, donc c'est au niveau de la Crique. Il y a une habitation là, il y avait une grande habitation sucrerie. Et effectivement, on voit qu'elles n'ont pas toujours les mêmes caractéristiques. Les mêmes caractéristiques. Et effectivement, on va retrouver un salon.
salon ou salle à manger, des galeries, mais parfois l'agencement est un petit peu différent. Donc tout ça pour dire que je pense que d'une maison de maître à une autre, d'une maison dans les bourgs, d'une maison à une autre, il y a parfois des petites différences en fonction des moyens de chacun, ou donc voilà. Donc et puis de la manière du terrain dont on disposait à l'origine. Donc, si le terrain est petit, on peut pas faire une question te pose. Au moment où on met en place l'industrie sucrière, c'est-à-dire les centrales avec Bougenot, etc., est-ce qu'il y a une différenciation tout de suite? Parce que ce sont des sociétés par action, ce sont des actionnaires. Et est-ce qu'il y a une différence entre cette nouvelle bourgeoisie qui investit dans l'industrie, d'accord, et leur construction? Alors là, je ne pourrais pas vous répondre parce que tout ce qui concerne les usines centrales, il y a une seule habitation, c'est l'habitation qui se trouvait à Sainte-Marie que j'ai abordée, qui sera transformée en usine centrale. Mais ils en parlent de manière, je dirais, générale, pour dire que oui, en 1893, cette habitation, deviendrait une usine centrale. Mais je n'ai pas abordé vraiment ce type de patrimoine. Voilà. Mais est-ce que le fait la création, cette nouvelle bourgeoisie qui possède des actions des usines centrales, est-ce qu'ils ont pas, on prend le cas de Châteauberry, ou encore la maison à Fort-de-France, la maison... Mon plaisir? Non, la maison de, comment ça s'appelle, le gars qui était propriétaire de l'usine de Trinité, et Bougenot. Pavillon Bougenot. Pavillon Bougenot. Est-ce que tu as vu la différence entre cette nouvelle bourgeoisie qui investit, qui sont des actionnaires, qui investissent par rapport aux colons traditionnels? Alors, dans les villes, Fort-de-France, notamment, et Saint-Pierre à bien avant, ceux qui entre guillemets, les mulâtres, je mets des guillemets, puisqu'il y a pas que les mulâtres tels qu'on l'imagine. Donc, il peut y avoir des noirs, mais des gens métissés. Classe moyenne. Voilà, les classes moyennes. Il y a des gens qui investissent beaucoup dans tout ce qui est achat de maison. Ils deviennent propriétaires de maison. Donc, à Fort-de-France et à Saint-Pierre, ça c'est une caractéristique du XIXe siècle, on verra que les mulâtres vont beaucoup investir dans l'immobilier, donc en ville. À Saint-Pierre, presque en face du musée, tu as la maison Wakami. Et il y a des individus qui possédaient 7, 8, 9 maisons. Et de superbes... Et à Fort-de-France, puisqu'il y a eu un maire de couleur en 1855, si je me rappelle, Étienne Exupéry Didier, qui a été l'un des maires de couleur de Fort-de-France, Je pensais que c'était Didier qui, avec ses frères, notamment, parce qu'il avait plusieurs frères, il y a toute une famille Didier, donc la route de Didier, c'est par rapport à eux. Donc c'est eux qui possédaient notamment Fontaine Chaude, je crois, donc au niveau de Didier, donc et qui possédaient donc des biens à Fort-de-France et sur les hauteurs. Donc il y a une bourgeoisie de couleur qui investit énormément dans l'habitat. Si elle ne peut pas investir dans les habitations sucreries parce que ça demande d'autres fonds, mais elle le fait en tout cas à Fort-de-France et à Saint-Pierre. Et donc, mais ces maisons-là sont d'un autre style quand même que les maisons d'habitation traditionnelles. D'ailleurs, les maisons qu'on va appeler maisons coloniales sur la route de Didier notamment, ce sont des maisons notamment aussi à Saint-Pierre, où tous ceux qui avaient des moyens avaient des maisons de villégiature, de plaisance. Ah oui, mais ils avaient donc une deuxième maison. Ouais, mais c'est comme Michel Timon, une garçonnière. Ouais. Ils avaient donc une maison vers laquelle ils iront dans les moments de villégiature pour se reposer en dehors du travail, comme je dis, notamment pendant l'hivernage, je pense, pour. Jean-Louis, tu vois pas de quelle maison je parlais, la maison qui est presque en face du musée de Saint-Pierre, la maison Wakami, une belle maison. Oui, mais il y a aussi la maison de l'ancien maire de Fort-de-France. Et comment ça s'appelle, cette maison-là qui est à la croisée de Didier en haut, de Victor Sévère. Victor Sévère. Vieux Moulin. Ouais. Ah, d'accord, oui. Le Vieux Moulin. On dansait là. Oui, mais on dansait, mais c'est la maison de Victor Sévère. C'est une habitation. Alors, en bagaille patrimonial, donc aller danser là. Mais monsieur Jean-Louis, oui, mais non, mais c'est pas le carnaval là. Oui, avant, quand on était jeune à Fort-de-France, dans les années 60, 70, on allait danser là. Mais le Vieux Moulin, c'est une caractéristique d'une maison de cette nouvelle bourgeoisie. Parce que Victor Sévère, c'est un mulâtre, faut pas dire, qui était maire de Fort-de-France, etc. Et toute cette partie-là lui appartenait jusqu'à, comment dirais-je, tu sais. Jusqu'à Petit Paradis, tout ça c'était à lui. Ah ouais. C'était à lui. Et le Vieux Moulin, c'est une caractéristique de maison. De maison de cette nouvelle bourgeoisie, etc. Alors, comment étaient équipées ces maisons à l'intérieur? Alors, musique, piano, violon, comment? Alors, les élites,
naturellement, les femmes apprenaient à jouer du piano, donc on retrouvait souvent le piano comme élément central au niveau du salon. C'était parfois aussi recensé au niveau des milieux intermédiaires, donc des classes moyennes. Il n'y avait pas le chromorne, un truc qui s'appelle le chromorne. Ceux qui le pouvaient, mais c'est surtout le piano qu'on retrouvait. Et les hommes parfois jouaient de notre instrument. On a pu retrouver des clarinettes, mais pas forcément pour cette période d'analyse, mais avant, jusqu'en 1848, on a retrouvé effectivement d'autres instruments de musique. Mais c'est souvent le piano qui revient régulièrement pour les femmes et les jeunes filles. C'est le salon. Apprenaient à jouer le piano. Le piano faisait partie du salon. Voilà. Mais qu'est-ce que vous entendez par élite sociale? Donc, c'est qui c'est exactement les élites sociales? Parce que bon, moi, ça m'a pas fait partie des élites sociales, mais mon monsieur Fonsa, Michel Timon peut-être, mais à l'époque, t'as là, entre 1852 et 1900, les élites sociales. Alors, les élites, c'est naturellement tous ceux qui ont certains moyens. Donc, les grands propriétaires terriens, ce sont aussi au niveau des élites urbaines. Donc, tous ceux qui ont une fonction de représentation, donc soit de l'État, soit donc, qui ont une certaine notabilité. Donc, ça peut être effectivement un juge d'instruction, ça peut être un avocat, un notaire. Les notaires sont très importants, aussi bien en milieu urbain qu'en milieu rural. Parce que c'est lui qui est l'interface entre, je dirais, la personne lambda et puis les autres, voilà, ceux qui ont des moyens. Les grands blancs administratifs. Voilà, donc il a une fonction sociale très importante dans chaque bourg, dans chaque commune, et voilà, le notaire. Donc ça peut être aussi naturellement les négociants, les marchands qui négocient en gros et qui ont pignon sur rue à Saint-Pierre, notamment dans la grande rue qu'on appelait la grande rue Saint-Pierre au bord de mer, la rue Bouillet. Oui. Et au bord de mer à Fort-de-France, pareil. Donc voilà, donc ça c'est ça, et c'est aussi des gens qui sont propriétaires, donc soit dans l'immobilier, donc de plusieurs maisons à Fort-de-France, soit propriétaires de terre. Mais tu as remarqué qu'à un certain moment, les mulattes, les gens de couleur libre aussi, ils entraient dans cette place-là, parce que c'était... Ce sont après les études, tout ça, tu trouvais des avocats, Hurat, Marius Hurat, mais ce sont eux, les élites sociales, c'est des mulattes. Couche de population, enfin, c'est avant 48, puisqu'ils existaient déjà avant 48, ils existaient avant 48, et après 48, c'est eux pratiquement qui prennent le pouvoir, le pouvoir économique et social, l'ascension. Il faut attendre une deuxième génération, pour la gosière, évidemment, fin du 20e siècle, début 20e siècle, pour voir une nouvelle élite apparaître. Mais qui pouvait envoyer ses enfants faire des études en France? Tu prends le cas de Bicêtre, tu prends le cas de Duquesne, toutes ces familles-là, des grosses familles mulattes, d'accord, les Tali, etc., on les retrouve, ils sont médecins, ils sont ingénieurs, on les retrouve dans la généalogie, ils sont médecins, et ceux qui sont capables d'envoyer des enfants faire des études en France, soit de droit, d'économie, des avocats, des notaires, etc. Et notaires. Les notaires jouent un rôle très important, j'ai vu dans cette société post-esclavagiste, où la propriété devient l'élément, je pense, c'est ça, la propriété devient l'élément déterminant. Il y a quelque chose d'important au niveau des élites sociales, c'est qu'il y a une reproduction sociale. Les élites, naturellement, ça allie matrimonialement entre elles. Par exemple, au niveau des élites de couleur, tu as parlé des Tali, il y a un docteur en médecine, qui va épouser la fille d'un notaire de Fort-de-France, Gaudissart. Et quand on voit ce qu'ils ont en contrat de mariage, on comprend bien que la fille Gaudissart, elle a quelques moyens. Donc, voilà. Alors, elle a même une cité. Même chez les planteurs aussi, ça. Non, tu trouves Tali médecin, tu trouves Tali ingénieur, bon exemple. C'est comme les Duquesne. Tu trouves Duquesne médecin. Qui habite... Pharmacien, médecin... non, mais Duquesne médecin qui habite cet esprit. Tu as Duquesne au marin, d'accord? Directeur d'usine du marin. D'ailleurs, l'architecture du marin, tu as vu au bord de mer, l'architecture du marin, c'est la seule commune qui a une architecture qui ressemble un peu Saint-Pierre. C'est du bord de mer. Des maisons, des maisons de mulâtres. Parce que le front de mer. Oui, parce que ce sont des maisons de mulâtres, les Duquesne, des Buzz. Les Duquesne, les Buzz, ce sont des familles, des grandes familles mulattes, mais qui sont liées à l'industrie sucrière. Et le nouveau rhum qu'on a fait, il y a un nouveau rhum qui s'appelle Brown, qui est au Grand Fond Marin. J'ai découvert que ce monsieur Brown, d'accord, c'est un nouveau rhum, était premier directeur de l'usine du Marin. Premier directeur de l'usine du Marin, et était conseiller général nommé sous Napoléon III, puisque c'était des industriels qui étaient nommés comme au conseil général, les maires, et je le retrouve par hasard, parce que je me dis que Baboula, non, on m'a la bonne, et on m'a caché. Et en lisant l'histoire du conseil général, je retrouve un conseil général du Marin. Et m'a fouillé,
puisqu'on met il va mettre à côté qui c'était qu'à faire, puisqu'il faudrait nommer. Il était nommé sous Napoléon III. Et par signature consulte, on avait supprimé les conseils municipaux et le conseil général. Ils étaient tous nommés. Et ce bon, directeur des usines marines, propriétaire, a été nommé, était propriétaire de l'habitation des grands fonds. C'est pour ça qu'il a été nommé conseiller général et maire du Marin. Et ensuite, il était premier directeur de l'usine marine centrale du Marin. Et comme ça, par hasard, on va découvrir un bagage. Bétier en compte Bétier. Ouais, c'est même comme le bagage fait un an que tout partout du nord au sud. Oui, les clairs. C'est les clairs. Oui, mais les clairs. Chaque élection est clair. Ah, c'est d'autant les clairs donc il vient ça, pas dire. Non, mais les clairs, il y a une branche mulâtre chez les clairs. Oui. Tu as Claire, ou les Claire qui était directeur de l'usine du Lorrain. Et il y a une branche. Il y a une branche mulâtre. Mulâtre, oui. Par exemple, Chaflon, c'est des mulâtres. Oui, des clairs mulâtres. Mais excusez-moi de vivre la culture matérielle des élites sociales. Parce qu'ils nomment Titac tout partout. Mais monsieur font ça, il pas nommé Rivière Pilote. C'est pas normal, ça. Rivière Pilote, m'a peut donner une idée, à part l'harmonie, et qui te appartient à Sieur Godet. Alors, Coco, t'as oublié les Coco. Moni, c'est un officier. Moni, c'est un officier de la marine qui a épousé un poulain et Rivière Pilote. Poulain? Oui. Famille Moin? Oui, c'est bien. Famille Blatt. C'est là. Et. Rosalie. Oui, alors, tenir habitation là, d'accord? Et puis, il tenait à côté l'habitation qui était en Milat, les Céréons, d'accord? Et puis, il tenait une série d'habitations, les Desfarges, des séries d'habitations, des Farges, etc., autour de structures rurales, autour de Vieux-Plot. Mais Vieux-Plot, c'est un cas à part, dans la mesure, depuis la fin du XIe siècle, les grandes plantations des matinières étaient des matinières, etc. Là où ça me fait les fêtes, je démantelé en série d'habitations pour installer population. D'accord? Et vous trouvez quoi? Évidemment, des moyennes habitations autour de Vieux-Plot, de Josso, les Gaux des Ormeaux, c'est ça, les de Josso, les Gaux des Ormeaux. Et vous trouvez des Farges qui disparaissent. Mais ensuite, l'usine centrale, Gros du Canette, Gros des Ormeaux, c'est la même famille, les frères Gros, les Gros du Canette, Gros des Ormeaux, la figure. Non, c'est Gros, hein. Oui, il y a eu Gros du Bois après. Gros du Bois, c'est les mêmes des frères Gros qui t'ont apporté du Bois. Donc, ils partageaient entre eux. C'était pas Vieux-Plot, c'était Fort-Rivière, on dirait ça. La Martinique a une histoire à l'abordage, je vous la raconte. Dans le premier Léa, vous trouvez nous parler de la culture matérielle des élites sociales et des milieux populaires en Martinique, 1852-1906. Autres féru comme moi de l'histoire PIA, pas hésiter à aller prendre livre là auquel vous trouvez dans toutes les boulangeries, pâtisseries, qui nient et d'autres côtés. Si le vous pouvez même pas entendre un chocolat. En tout cas, nous allons dans les grandes librairies, vous trouver le livre là de monsieur Abel Alexis Louis, un livre intitulé La culture matérielle des élites sociales et des milieux populaires en Martinique, 1852-1900. Parce que je pense qu'il y a un temps quand même pour nous connaître l'histoire pays. Monsieur Edouard, bel bonsoir. Oui, bel bonsoir. Moi, je l'ai fait faire une observation et puis poser en question. Bon, nous parler de Fort-de-France, effectivement. Je parle plutôt de Fort-de-France pour effectivement les propriétaires, effectivement. Mais je ne pas parler des carottiers. C'est vrai que Terre-Saint-Ville, effectivement, pour y venir de Terre-Saint-Ville, ils construisent les terres baudières, effectivement, qui sont moins, qui étaient effectivement prises en main par Victor Sévère, d'ailleurs. C'est lui qui fait c'est lui qui propose l'aménagement. Mais tout à fait. Mais en termes de construction, au départ, effectivement, est-ce qu'il nous peut dire un habitat spécifique dans Carotita-là par rapport à l'enville, du moins, à centre-ville, là, si nous peut dire ça comme ça, quoi. C'est une question de les poser. Alors, bon, je n'ai pas dans mes recherches... Merci, monsieur. Ok, pas de problème, mais écoutez par radio. La radio, merci. Oui, ok, dans mes recherches via les notaires et notariat manuscrit, je n'ai pas trouvé effectivement d'éléments sur les demeures sur le quartier de Terre-Saint-Ville. Par contre, j'ai trouvé une dame qui a habité au quartier de Cozanville, et quand on regarde sa demeure, effectivement, c'était une petite maison, 2 pièces, et ça ressemblait énormément aux maisons qu'on retrouvait dans certains beaux ruraux ou dans les milieux populaires. Effectivement, elle habitait au quartier Crozanville. Il y avait un jardinier aussi qui s'appelait Matrice, qui habitait sur la rampe du Fort de Zé. Donc ça voulait dire ce que ça voulait dire. Donc on regarde. Avec les cloisons en planche, tout ça. Ça n'a pas tellement changé. On va dire que bon, malgré l'antériorité de ces actes-là, par rapport à aujourd'hui, on voit que
les milieux populaires, effectivement, habitaient dans certains quartiers en particulier. Pas forcément ce qu'on appelle le centre-ville, tout ce qui concerne là, autour de la savane, la rue de la Liberté, et qui, lorsqu'on remonte un petit peu au fur et à mesure vers le canal le Vinçort. Voilà. Donc c'était plutôt effectivement dans les parties déjà un petit peu excentrées de la ville de Fort-de-France, donc au-delà de du carré ce qu'on appelle le carré mulâtre. Qui correspond aujourd'hui au boulevard Général de Gaulle, mais au-delà de ça, voilà. On appelle ça avant, il y a une dame qui a fait un livre exceptionnel sur les constructions Fort-de-France du XIe siècle, j'ai oublié son nom, et elle appelle ça le carré mulâtre. Le carré mulâtre, c'est du bord de mer, la préfecture arrivée au boulevard Général de Gaulle actuellement, et de l'autre côté, effectivement, et on voit bien ça, dans ton livre, on voit bien ça. J'ai retrouvé, par exemple, Monsieur Dolin Carter. Ouais. Et j'ai appelé son arrière-petit-fils, qui est avocat. Gérard. Et il m'a dit, oui, c'est bien mon grand-père, qui est quand même un gros agriculteur à Fort-de-France. D'accord? Qui possède des hectares. Évidemment, j'ai retrouvé ça dans ton livre. Et qui a construit une espèce de maison rurale assez relativement aisée, avec des dépendants, etc. Donc, pour voir comment Fort-de-France était organisé, il y avait le carré mulâtre, ce qu'on appelle le carré mulâtre, et autour, alors, Terre-Saint-Ville, effectivement, Victor Sévère, et je suis en train de rechercher, et... La Assénie. Oui, alors, j'ai dit d'abord, c'est le nom d'un propriétaire, hein, d'abord. Et Victor Sévère a payé à l'époque, avant la guerre, hein, le compte des terres, il était mis en... Avant la guerre, Victor Sévère a payé un cabinet parisien d'aménagement des terres Saint-Ville. Et certains rechercher ce projet parce que Victor Sévère, quand il revient au pouvoir, juste à la libération de la Martinique, il engueule tout, il recherche son document. C'est-à-dire ce projet d'aménagement. Et certains cherchent ce projet d'aménagement parce qu'il dit, j'ai payé un projet d'aménagement par un bureau d'études à Paris pour l'aménagement des terres Saint-Ville. Ouais. Et il est en engueulé tout le monde, mais il n'a pas retrouvé ce projet. Alors jusqu'à présent, il m'a caché ce projet-là. Mais il faut le retrouver, parce que c'est un truc très intéressant. Et tu vois, dit, donc, Fort-de-France, n'oubliez jamais ça. Tu as le limite, c'était le canal. Oui, ça s'appelle le centre-ville, etc., le carré mulâtre. Et au fur et à mesure, les quartiers des terres Saint-Ville, etc., sont développés. Alors, c'est Thérèse autour du pont. D'accord. Oui. Et Rosanville, tu vois, c'est l'autre côté de la Gueule-Bassor, parce que la Gueule-Bassor joue un rôle très important à Fort-de-France à l'époque. Ouais. Et parce que c'est là que toutes les lessiveuses venaient travailler, puisqu'ils allaient prendre le linge sur les bateaux pour les laver, les lessiveuses, etc. Donc, il y avait une activité, je dirais, périurbaine, mais... regarder péripatéticienne. Non. Il y avait une activité d'artisanat et de commerçants autour de la ville. Et les lieux les plus importants, c'était la Cascade, Rosanville, où les gens, les artisans, évidemment, la lessive, travaillaient, etc. Et ça, c'est très important sur Fort-de-France. Parce que le premier Fort-de-France, avant l'éruption, il y avait combien? Il y avait à peine 8 000 habitants. Après l'éruption, avant entre 8 et 12 000 habitants, je crois. J'ai pas les chiffres. D'après ce que j'ai lu. Et c'est Victor, ensuite, c'est le maire de Fort-de-France qui s'est battu pour recevoir tous les sinistrés, etc. Et pour demander aussi d'avoir le statut de ville commerciale. Mais Terre-Saint-Ville, c'était le quartier des charbonnières. Voilà. Les charbonnières qui avaient la confrérie des charbonnières. Voilà. Ils ont même fait en espèce de il y avait la maison des charbonnières. Voilà, la maison des charbonnières de Terre-Saint-Ville. Et les maisons des parcs de Terre-Saint-Ville, comme c'était un quartier qui n'était pas encore assaini, il y avait des petits pilotis. Oui, pas ces pilotis, étaient ni ponts en bois. Des machines pour soutenir les maisons. Les maisons étaient surélevées. Comme à Volga aussi, d'ailleurs. Partout. Mais ça, c'est Volga, Trinès sont des quartiers qui sont développés après la Seconde Guerre mondiale. Mais au moment de l'exode rural, mais cette première partie-là de Fort-de-France, l'exode est lié uniquement sur la côte Caraïbe, lié à l'éruption de la montagne Pelée. Justement, ça a tombé bien. Mais en ville aussi, parce qu'ils sont aussi d'autre côté. Pour dire par côté Volga, entre 1852 et 1900, il n'y a pas trouvé des cultures matérielles par côté de là. Bon, en fait, j'ai étudié dans un certain nombre de cartons, des documents, et effectivement, à un moment, moi, je me suis arrêté. Effectivement, on aurait pu continuer pour avoir un travail de plus grande ampleur. Mais bon, je me suis dit, avec ce que j'avais là, j'avais déjà certain nombre de... Non, ça va être le tome 2. Le tome 2. Non, mais pourquoi il est passé, mais c'était déjà en route, là. Comme j'avais dit que je n'écrivais plus d'ouvrages, donc je vais y réfléchir.
Non, mais c'est vrai que, d'une manière générale, ce qui est intéressant, parce que dans les anciens ouvrages, j'ai beaucoup abordé Saint-Pierre, et là, sur les 2 derniers ouvrages, j'ai abordé la Martinique dans son ensemble, et j'essaye justement de valoriser d'autres communes, d'autres bourgs, par le biais des études notariales, voilà, où on trouve des éléments intéressants. Voilà. Alors, Djokuba, qui en le chat, qui a dit comme ça, l'esclavage est un système juridique et social qui applique le droit de propriété à l'époque aux individus dits esclaves. Donc, c'est ça que tu as essayé d'expliquer, Taléa. Tout à faitement. La culture matérielle des élites sociales et des milieux populaires en Martinique, donc en vente tout partout, on va s'y poser. Alors, je ne sais pas s'il est déjà en vente ici, mais c'est sûr qu'il est accessible. On peut déjà le commander via Internet. Il y a Internet sur tous les sites connus. Je vais pas les citer puisqu'on n'a pas le droit. Je pense pas. Donc, mais en tout cas, sur le site, la maison d'édition, on peut le trouver, le site. Et l'armatan.fr. Donc voilà. Donc, au moins là, c'est sûr. Voilà. Parce que souvent, les enseignants te disent qu'ils n'ont pas de matière documentaire pour pouvoir enseigner mais justement, voilà des outils également. Madame, ils ont fait 11 livres. Oui. Et c'est premier on y. Non, on est tout ici, mais oui, d'abord, c'est pas possible, pas ni. Donc, c'est un secteur bien précis. En fait, là, c'est la Martinique, donc c'est. Mais c'est raconté, parce que ça, une idée livre auquel qui peut être intéressant, mais barbatif, comme ça. Rébarbatif, certains monde. Mais est-ce que c'est écrit comment? Monsieur Fossa, c'est écrit comment? L'écriture est accessible. Oui, je ne suis pas le plus grand grec, donc j'essaie de rester accessible. Je cite toujours mes sources, donc il y a toujours des notes de bas de page. Ça, c'est le travail d'historien, donc il faut citer ses sources. Donc voilà, donc les gens pourront, s'ils veulent, aller aux archives, consulter les documents. Et dans le chapitre 5, le dernier chapitre sur les arts de la table, il y a toute une partie qui concerne justement les différents milieux, notamment au niveau de l'art culinaire. Et moi, ce qui m'a marqué, c'est que en relisant notamment effectivement Salavina, il y a une histoire de chat que jusqu'à aujourd'hui, finalement, je comprends pourquoi on aimait manger du chat. Mais bon, voilà. Ah non, on va avoir un exemple. Oui, un exemple. Si on était aussi. Oui, là. Parce que maman, faut pas là. Calalou, crabe féroce, coubillon poisson, tortue fricassée. Adam. Ensuite, on y manicou. Moi-même. Migan, alors, il a mis la baie à pain, c'est fruits à pain certainement. Et comme les habitants, vers palmis, ciel rôti, non, sissi rôti. Sissi rôti, salade chou palmis, vin choisi et dessert varié. C'est après, dans les milieux populaires. Il y avait une partie des classes populaires de Saint-Pierre qui aimait manger du chat. C'est pour ça que le chat avait pratiquement disparu de Saint-Pierre, ils ont dit. Et il a changé, à l'époque de Léopard, c'est chien. C'est chien. Un attrape chien. Ce que tu as dit là, c'est très important. En chatte, c'est un mets de qualité, sérieux, il y avait un côté mystique, puisque si tu avais mangé 7 chats avant Noël, tu es sûr que tu avais aucun boiseur n'allait te faire quoi que ce soit. Il y a pas encore là, quoi. Non. C'est pour ça. T'as pas de manger chat là. Chat là, c'est un mets de luxe, il n'y a pas sans joyau. Nous n'avons mis à vous manger bientôt. C'est ça. Vous mangez ça où? Si moi, on peut dire, oui. Martin, tout le monde est chat. Sauf moi. Mais non, mais vous vivez en France. Non, mais moi, on a fait manger un ami. Il a fait un ami. Ils se sont réunis un jour, mon père avec ses voisins, pour faire manger un ami du chat, qui a dit jamais on allait lui faire manger du chat. Une semaine après, on lui a dit qu'il allait manger du chat. Il dit quoi, c'est un lapin? Non, pas honte, maman. Non, mais c'est intéressant parce qu'il y a une série de menus. Alors, évidemment, ça c'est. Jean-Paul Maréchal aussi. Ça c'est des couches moyennes. Parce qu'il paraît, alors, il semblerait, moi, je lis ça, Malvina et Cadeau, on va partir quand commence à midi, mais qu'il a fini à 17h. Et il y avait toujours, une assiette libre. C'est la part du diable. Et l'assiette libre, il y avait la part du diable. Alors, parce que Adam. Mythologie nous. Mais même Kaino aussi, mais moi t'es jeune, moi ça famille moi pendant un moment t'es qu'à quitter Tibouin manger en disant assiette là les souhaits. Au ça on va débarrasser là même. Le tout de qu'à quitter en assiette et puis un petit morceau manger, on a dit c'est pour Jésus. Dans les familles milates, moi lis ça. Oui, alors tout le monde m'a levé le matin moi à qui Jésus qui a venu manger. Non mais là c'est l'aspect mais dans cette famille milate là, alors parce qu'en fait en Martinique à Piotala, l'autre est là on était diable. C'est-à-dire, c'est diable qui a bon l'argent. C'est-à-dire, etc. Et t'es dans les assiettes
libre, tenant couvert de libre à table, d'accord? Et puis, etc. Toucher les colons, hein. Oui, colons, milates, etc. Bon. Et cadeau, ça, c'est les assiettes diable-là. Sérieux? Oui, c'est dans la mythologie. Et quand c'est malheureux, c'est j'accepte Jésus. Il faut donc te protéger comme malheureux quand Jésus, mais bon, parce que l'argent, c'est diable, dans la conception, nous. Ah ben, diable là, pas même, oui. Donc, c'est vrai? Ouais, sérieux, tenir ça en assiette. Mais diable là, pas même, pas de l'argent. Donc, c'est mon qui était avec ces bêtises, ça, les CBT, qui à compte, ça qui est bonne des chaises, c'est ça, bonne des chaises, entre guillemets, il était à compte, il était à les sans assiette là, parce que c'est là, diable là, qui a mis manger, parce que l'autre, il n'a rien, c'est parce que c'est diable qui boit l'argent. C'était ça. Donc, ça est très, alors, c'est repas, parce que, dans le livre, on va essayer de repas, effectivement, c'est mon cas manger. Alors, si mon livre, alors, effectivement, l'air ou pas habitué, local uniquement TikTok, local WhatsApp, ça capon ou une difficulté à un livre comme ça. Mais tout professeur qui enseigne dans les écoles, je pense qu'il peut faire un petit effort, acheter le livre ici, parce qu'effectivement, on a une vision dans ces livres-là de la société martiniquaise, tant rurale qu'urbaine. Dans mode de vie, comportement, etc. Et c'est intéressant pour expliquer ces jeunesses-là, je dis jour, et qui manière société nous constitue quoi, d'accord? Qui me constitue quoi, qui me formé quoi, et qui manière les élites qui, je dis jour, qui permettent nous exister parce que pour le parler, nous c'est riche, c'est l'État là que le parler. Parce que nous avons l'école, nous avons le lycée, etc. Donc nous c'est l'État là. Parce que l'État là, qui est au conseil général, c'est eux qui sont au conseil général depuis, etc. Et jusqu'à maintenant? Oui, juste, enfin, non. Qui est au conseil général, et tout projet. Conseil général encore. Tout projet conseil général et ses communaux, on peut retrouver dans construction de lycées, construction des écoles rurales, construction, etc. Et quoi, on peut retrouver là. Et donc, l'État là, que vous voulez parler, permettre sur des sociétés martiniquaises là, qui vous voulez parler, et développer quoi, structurer quoi, et payer en sens. Qui était assignationniste ou comme des proches autonomistes, mais il va payer en sens. C'est-à-dire c'est eux qui créent une nouvelle société là. Et ce qui est intéressant, c'est que des jeunes comme lui, c'est pas lyonnais, moi, remarque, c'est qu'on y a poussé enfin, je pas tout à fait, entre les deux âges, mais qui est très intéressé. Bougage, entre les jeunes. Des bougades, quand on voit un on y coupe là, au Liron, on est en couple là, au Liron, la Caraïbe, on est en série de groupes de chercheurs. Alors ça, moi, chez nous, à présent, c'est vulgarisation. C'est pour ça qu'on fait ça le jeudi. Nous avons vulgarisation. Et tu vois télé aussi pour télé aussi. Mais ça difficile en histoire, ça difficile par la télé parce que la télé c'est image. Non, mais juste sentir oui. On va mettre attendre ballon image ou quoi vous bon moins donc on peut penser image là mettez la première fois c'est faux documentaire, un léger faux documentaire c'est autant. Non, oui, de l'histoire. Après nous balancer émission là. Oui. Non, pour dire pas dit ça monsieur. Non, pour dire un petit peu, c'est important c'est important l'eau histoire à faire au chita là parce qu'au fur et à mesure ça permet tout vulgariser. Ça nous a dit, ça nous a dépensé, etc. Et qui permet une nouvelle génération approprier quoi, dit ça, mais la Martinique créer quoi, et payer en sens. Ce qui est important en histoire, c'est pas un tribunal, je répète ça tout le long. L'histoire, c'est pas un tribunal. Un peu d'historique, c'est un peu d'historique bien précise. Mais étude d'histoire, ça permet tout, individuellement, collectivement, en sens. Évidemment. Payer en sens. Et là, on a basculé dans la mission, on a basculé dans les 19 mars 1946, la loi d'assimilation. Nous avons une nouvelle élite là qui a choisi un autre sens de pays. Ouais, qui a choisi un sens de pays. Et ça, c'est ça qui est important. Il faut étudier ça sérieusement. Ça quand même tout comprendre et côté nous sortir qui m'ont nouillé et qui ça nous les fait. Ouais. Et ça, parce que lui, ça a une valeur documentaire très importante. Ah oui, parce qu'il travaille pratiquement uniquement sur les registres notariés. Donc ça, scientifique exceptionnel. Bon, moi, mais je regarde aussi qui m'a fait français. Moi, il va en ville en 1959, en 6e. Ah, bon, donné. En 6e. Oui, en 6e, en 59. 59. Faut France, parce que comme ça, c'était Zampoul, c'était Bergzan. Et les camarades, séminaire collège, c'est qui m'a dit qui était né. Et quand même, il a carré milat. C'est qui ça, carré milat, Fort France? Et vous avez montré, qui m'a dit, t'es vivre. Qui m'a dit, Fort France, t'es vivre. Et qui m'a dit, les dallos, t'es fonctionner. Qui m'a dit, Tinet, t'es fonctionner. Tinet, mon roi, dit Tinet. Moi, j'étais Yondé. Et qui m'a dit, mais non. Et qui m'a dit, Bocanal, maison,
en boîte lambouri et puis boîte pomme de terre. Et puis bon francelet qui était découpé et puis bon l'huile t'es cassé puis 3 tubes. Et puis après venu fibrociment. Oui. Fibrociment, c'est cloison. Ouais. Fibrociment, Mais c'est Bon, amiante dans un amiante, Oui, ouais. mais les mariés France c'était ça. Ça dit bon canal c'était ça. Volga aussi, petit commencé bébé quoi, c'est ça t'es ouais. Terre Saint-Ville t'es niti maison différemment en bois parce que c'était en nouvelle, c'est une classe ouvrière comme qui était bien organisée. Terre Saint-Ville autour du port il y a une l'argent différent. Comment au cas c'est-à-dire que les là peut maintenant comprendre ça m'a été découvert de manière empirique quand on fait ça manière simple et les blagues etc. C'est-à-dire que lui, par exemple, ça par exemple, Confiant qu'a fait, mais Confiant qu'a fait sous forme de roman. C'est-à-dire, effectivement, c'est plus séduisant, mais techniquement, travail c'est plus séduisant, vous allez. Tout confirmant, pratiquement tout confirmant. Non, mais confiance, mais histoire. Mais confiant, base travail, c'est quand même l'histoire. Oui, c'est l'histoire. C'est l'histoire. Il te parle de Saint-Pierre, c'est de quoi il parle. Hein. Oui, non, il parle, sur le café, sur le baron, c'est la guerre d'Algérie. Eh ben, actuellement, il y a Abel Alexis Louis, donc, ils a fait passer 10 livres. D'après ça, nous comprenons, donc pas hésiter. Mais pour dire c'est aujourd'hui, on a découvert Abel Alexis Louis. J'ai eu l'occasion de passer dans d'autres émissions de Martinique Première avec ton collègue Monsieur Lafarge. Ah, Pierre. Donc voilà. Mais sinon, effectivement, Pour le moitié de Milat encore. Ouais, Milat, bête Milat, quand Milat. Mais c'est pas moi. Non, c'est super. C'était pour quel livre? Pour tous les ouvrages que j'ai sortis avant. Ah, d'accord, ok. D'abord, des livres, les livres de couleur en Martinique, tome 1, origine à la veille de la Révolution française, 1635. Tu vois, Miko, de préférence. Ouais. Ensuite, on y les livres de couleur en Martinique, tome 3. Bon, effectivement, ce livre de couleur. Ensuite, on y Janvier Lité, Martiniquais, premier député de couleur, membre d'une assemblée parlementaire française, 1752-1820. Eh ben. D'accord. On y ensuite. Alors, ce qui est ça, maintenant là, c'est marchand et négociant de couleur à Saint-Pierre. Là, mais là, parce que je cherche un lobaï, je trouve dans ça. Ensuite, milieu professionnel, fortune et mode de vie. C'est intéressant, ça a couvert. Ensuite, on y a Jean-Pierre Eugène Clavier, premier homme de couleur, membre du conseil colonial de la cour d'appel de Martinique, 1810-1863. Donc, ce sont les personnages. Et ensuite, on y a l'homme, l'avocat, le propriétaire d'esclaves et d'habitation, ce qu'il y a l'épreuve de la zone grise. Ça ne te l'a pas tout à l'heure. Ensuite, on est les bourgeoisies en Martinique, 1802-1852, une approche comparative. Et là, on a trouvé la campagne vient plantant l'autre nom, les Dabadi de Lub. C'est là, on a trouvé. On a cherché et dit non, t'as sorti, mais Dabadi de Lub, mais c'est un qui n'est la campagne vient plantant égal. Et c'est dans le Michel Louis, on a trouvé effectivement cette bourgeoisie. Alors, tu as pris bagaille de livre Bouga pour venir parler de tout. Pour moi, c'est lui qui a fait tout. Qui me dit? Non, blague moi qui l'a. Ah non, mais c'est intéressant. Jean-Louis a raconté le dégât de la fait, nous comment c'est lui qui fait autre chose. Non, ma sûr. Mais non, blague qu'il a fait. Ma sûr, parce que si je regarde non, c'est livre, si je regarde tout le la caille, moi, c'est parce que moi, je commence ça aussi. Mais c'est ma capacité qu'on a lire, ça, c'est mes qui a écrit, parce que à l'âge, je n'ai pas fait recherche. Mais par contre, je fais recherche là, je vais utiliser, je vulgariser, je dis tout le monde. D'accord? On y et encore le livre et ses lecteurs Martinique à la fin du directoire à la marche de juillet. C'est-à-dire, d'accord, en temps Napoléon directoire, marche de juillet, effectivement, 1848, c'est la Seconde République. Et c'est l'histoire sociale et matérielle. Ensuite, on y a l'homme en noir, femme en blanc, la culture, apparence à l'époque du système esclavagiste en Martinique. Je ne vais pas comprendre le titre là. Alors, l'homme en noir, femme en blanc. Point d'interrogation. La culture des apparences à l'époque du système esclavagiste. C'est-à-dire les mulâtresses qui... C'est ça? C'est l'histoire du vêtement. Des vêtements. Non, c'est moi. Non, mais moi, je comprends ça, parce que le matin, moi, je comprends c'était pour ça. Non, c'est fort. Et, bah, si vous c'est qu'on va parler de, un monde te pète dans le monde, il mettre un petit bail en l'air. En fait, un bouton noir. Comme c'est à l'époque de fin 18e, jusqu'à l'abolition de l'esclavage, c'est plutôt ce que portaient aussi bien les hommes, donc dans les différents milieux professionnels. Toute photo était en blanc. Les femmes, et aussi, donc j'aborde aussi bien les femmes, les coiffes, les blanches, les femmes libres de couleur et les esclaves aussi. Tu as fait les coiffes aussi? Les coiffes chez les femmes. Les coiffes, c'est en fait, on en parle, mais
C'est pas toujours de manière directe. C'est-à-dire qu'on sait que les femmes possèdent des mouchoirs madresse, qu'elles possèdent des mouchoirs des mais on ne te dit pas qu'elles le portent sur la tête. Dans l'inventaire, tu vas jamais trouver cette information, sauf si tu vas trouver parfois, sur la monarchie de juillet, le fait qu'elles avaient des goles. Goles, les robes à corps, les goles, les robes d'intérieur ou éventuellement de jour, et qu'elles avaient, pour certaines d'entre elles, à Fort-Royal. Donc voilà, les robes et goles, robes à corps, donc des grandes robes, qui de cérémonie. Et qu'on retrouve aussi en Louisiane. Mais c'est extraordinaire, hein. Oui, mais il y a une influence, puisque il semble que la robe à corps soit influencée par une robe anglaise, la round gown, etc. Voilà. Donc voilà. Donc d'où le fait que, voilà. Elle l'habille. Mais j'en parle encore dans ce livre-là. Non. Encore moi, j'ai acheter. Et là, par contre, il faut que je vois le style même des gars. Et en plus, c'est dans les peintures d'Haïti qu'on voit effectivement comment est habillée les mulâtresses, les peintures en Martinique. Lafcadio nous raconte un petit peu et dans ses ouvrages comment est habillée les femmes martiniquaises, mais quand tu regardes les peintures d'Haïti, c'est-à-dire d'après la période coloniale, et comment les mulâtresses s'étaient habillées, et ça a une petite idée. C'est-à-dire que pour la fin du 18e, début 19e, on a les peintures réalisées par un peintre italien d'origine italienne, Agostino Bugnas, qui a réalisé pas mal de peintures qu'on trouve sur Internet. On voit comment les femmes étaient habillées dans les marchés, dans les scènes de marché de la vie quotidienne. On voit ça. Et on a, puisque c'était plutôt je dirais les Antilles anglophones, donc Barbade, Dominique, etc. Et bon, il y avait quand même des accointances avec les Antilles françaises, donc dans la façon de se vêtir. Je reste pour monsieur Abel, Alexis et Louis qui hérité, puis nous parler d'histoire courte, la loi d'assimilation 19 mars 1946, et que juste après ça. Bordage. L'histoire courte, actuellement, l'histoire courte, on est la loi d'assimilation, nous en mars, rappelez les autres, 19 mars 1946. Songez, le 12 mars 1946, Aimé Césaire, qui a débattu l'Assemblée nationale française, et qui a déclaré comme ça. Essayez pour envoyer. L'assimilation que nous demandons aujourd'hui, loin d'être une assimilation contre nature, est une assimilation souple et intelligente, loin de la France métropolitaine. Nous voulons des lois d'égalisation pour libérer 1 million d'hommes de l'asservissement. 2 ans après, le 4 mai 1948, toujours à l'Assemblée nationale, Aimé Césaire a dit comme ça. L'assimilation que vous nous offrez n'est qu'une caricature de celle que nous avons demandée. Nous avons demandé l'assimilation des droits de l'homme et du citoyen. Celle que vous offrez, c'est celle de la matraque et des gardes mobiles. Le récent, c'est tard, M. Fonsa. Alors, matraque, garde mobile, ça après l'assassinat du Carabé. C'est ça. Alors, pour qui? Parce que, regardez bien, loi d'assimilation, il votait le 19 mars 1946. Martinique, ma patente pièce assimilationniste. Fêtez ça. Ça veut dire, est-ce que l'assimilation, qu'on a dit à l'époque, tombait dans la poubelle de l'histoire? C'est-à-dire, mais pour ces gens, peut-être pas c'est qui ça l'assimilation. What is this? Alors, c'est assimilation. Mais les mêmes droits. Alors, pas c'est dit ça. C'est mon faut pas confondre départementisation et assimilation. Tu avais le député guadeloupéen là qui était plus ou moins contre Césaire là, qui n'est encore. Nous avons ça c'est Madame Félix Eboué et puis un autre. Bon. L'assimilation, faut comprendre bien l'époque historique là. L'assimilation naît de la Révolution française. La Révolution française, l'article 1 des Codes du citoyen, cadeau tous les hommes sont des libres et égaux. Mais l'article 18 cadeau aussi que la Révolution française garantit la propriété. Or, l'esclave est une propriété. Et c'est ça toute nos questions. L'esclave est une propriété. Et en même temps, la Révolution française a dit que la France est unique, c'est-à-dire par la langue, pour ne pas parler français, c'est un territoire unique. Or, pour la Révolution française, les colonies font partie de la France. Attends, ils font partie de la France. Donc, si la Révolution française a mis en place les départements. Donc, si les colonies font partie de la France, automatiquement, les colonies Haïti, Martinique, Guadeloupe, les colonies françaises, c'est des principales, qui fait partie aussi de l'ensemble français. Donc, en principe,
les droits de l'homme devraient s'appliquer à l'ensemble de ceux qui vivent sur le territoire français. Or, dans le Code noir, l'esclave est une propriété. L'esclavage est une propriété. Donc, il ne fait pas partie des hommes. Alors, c'est là toute la contradiction est sans propriété, mais sans homme. C'est un meuble. Non, oui, mais sans propriété, sans propriété, sans propriété. Et donc, c'est là toute contradiction. Alors, quand pendant la période là, c'est là qu'est née l'assimilation. Parce que les intellectuels révolutionnaires, ça s'appelle les encyclopédistes, contrairement aux philosophes anglais qui sont très empiriques, les intellectuels français de l'époque sont tous pascaliens ou cartésiens. C'est-à-dire, il y a une conception, je dirais à l'époque, idéaliste de la vision philosophique du monde. Tandis que les philosophes anglais, les Locke, les Hume, ont une conception très empirique, c'est-à-dire commerce. Bon, et donc, débat qui a fait pendant toute période là, c'est un débat très important. D'ailleurs, localisé M. Toussaint, pendant c'est la moitié livre là, si c'est écrit à M. Toussaint, c'est le débat entre les révolutionnaires à propos de la colonisation et de l'esclavage. Et ça, c'est en référence, puisqu'ils vivent à Haïti, donc ils étudient ça sérieusement. En plus, le cas des ressources qu'ils mettent dans les livres, c'est pratiquement tous les historiens de la Révolution française, mais membres du Parti communiste, les Mathiès, etc., qui sont même partis, qui lui fournissent la matière de réflexion sur son ouvrage. Donc, c'est là qu'est née l'idée d'assimilation. Et à un moment donné, même la période révolutionnaire, ces gars étaient tellement pris qu'ils étaient même pensé créer un code noir républicain. T'imagines un code noir républicain. Ils ont pensé à ça à un moment donné. Il y a des membres En tout cas, pendant cette période-là, entre 89 et 94, où il y a un bout d'esclavage, le débat entre les intellectuels, cette nouvelle bourgeoisie commerçante, évidemment, les lobbies colons, parce qu'il y a un lobby colon très important, venant de Martinique, venant d'Haïti, venant de la Guadeloupe, effectivement, des lobbies très importants. Débat, c'était ça. Allons-nous abandonner les colonies, faire entrer les colonies dans la Révolution et perdrait leur caractère, je dirais, de propriété esclavagiste. Donc, il débat en long, ça. Et Haïti a accéléré là, puisqu'en 93, Haïti venu l'abolition faite avant même qu'il décret arrivait, puisque le décret sorti en 94. D'accord, c'est le premier temps. Et après ça, on a quand même marqué après ça, c'est la restauration, pas de problème, c'est la monarchie, etc. Ça m'étonne. Mais 1830, débat qui a redémarré. Et puis en série de Boug, le comte de Broglie, etc., qui capte Lamartine, qui capte pensé, qui capte posé problème de manière différente. C'est-à-dire qu'il a dit, il faut abolir l'esclavage, mais dans le temps, sur 10 ans, même chez Alcher, sur 10 ans, sur 15 ans, sur 30 ans. C'est les mêmes gens que tu retrouves dans le gouvernement provisoire, Lamartine, Le Droul, tout ce monde-là. Mais évidemment, il n'a pas arrêté dans ton pouvoir, puisque Napoléon, c'est la monarchie qui prend le pouvoir là, Louis-Philippe prend le pouvoir. Mais Louis-Philippe, c'est qu'il a fait, il a pris le pouvoir là, mais aussi, il a engagé la colonisation en Afrique du Nord, en Algérie. Parce qu'il fallait bien en Algérie. Il commence ses colonisations, etc. Et nous, quand tu veux que nous, en 48, puisque ma qualité me vite, nous, quand tu veux que en 48, et le gouvernement provisoire, dirigé par Chelcher, qui a accéléré le processus là. Alors, entre-temps, M. Lucas est confirmé, parce qu'il avait un lot les libres, etc. Entre-temps, il a l'affaire Bicêtre. L'affaire Bicêtre Bicêtre, c'est Tiche, bon, c'est Tiche, c'est cousine Joséphine. C'est la broche, il paraît qu'il semblerait, d'après Samali, les deux familles étaient très liées. Très liées. Mais Bicêtre pose simplement un grand bonnet. Il pose simplement d'abord en tant que libre de couleur, pour montrer les mêmes droits qu'il les colons. Il aura rappelé un barrage très simple, c'est que c'est couteau 20e, maman esclave, donc même sous ces Bicêtre Tiche de Beauharnais. Maman d'esclave. Et du fait que c'est Bicêtre, Fabien, Volny, du fait qu'il a condamné lourdement
nous sommes offerts, puis en fleur de lys, ça pour montrer bien caractère. Et c'est moi qui mets là. Quand on paye qu'on animal. Oui, qu'on animal. Et condamné au galère. Dans ma procès, il y a ce procès, et en Guadeloupe, en Martinique, il y a ce procès. Et ensuite, il est libéré en France, et puis il crée un journal, et puis avocat, il gatine. Et Bissell comprend très vite, que si les libres de couleur, tels un statut, même s'il n'y a pas de 1832, il y a un statut civil, il fallait étaler quoi, et puis, évidemment, les Africains esclavagistes, les esclaves, pour accélérer le processus de libération. Et c'est ça. Mais il y a un truc qui s'est passé avant. Et on ne parle pas tellement de... Les lois Mako, c'était ça. Dans la même période, il y a une série de lois. C'était pas encore des lois d'abolition. Hein. Non. C'était pour atténuer Tibouin, là. C'était beaucoup. Il y en a mon... Non, les lois Mako, c'était un gouverneur de la Mako, pas Mako. Ouais. Oui, non, mais ce sont des lois qui avaient pour vertu d'améliorer, je dirais, le sort des esclaves. La condition, le sort des esclaves, mais bon, finalement, ils n'étaient pas tellement respectés par les propriétaires d'esclaves sur les habitations. Donc c'était une tentative qui était souvent ceux qui venaient, les représentants de l'État qui venaient pour essayer de faire appliquer sur les habitations ces lois se heurtaient souvent à l'intransigeance du propriétaire, qui disait non, moi je suis propriétaire de mon habitation, je fais ce que je veux sur mon habitation. Donc, voilà, donc ça n'a pas toujours été évident de les faire appliquer aux Antilles françaises, en tout cas. Alors, nous débutant le 12 mars 1946. Alors, mais pour expliquer ça, alors, à partir de 1848, c'est-à-dire à un moment-là, on a un courant chez Chéris qui a dominé, sauf un courant autonomiste qui apparaît, c'est plus de proche, c'est ça? Et, non, pas de proche, économiste encore. Oubliez, non, capitaine, qui a lié au Béquet, qui est un courant autonomiste. Mais le grand courant politique chez Chéris est assimilationniste. C'est-à-dire, il a demandé, effectivement, ça s'appelle les mulattes, il a demandé être assimilé, c'est-à-dire que les mêmes lois appliquées par la République française soient appliquées dans les colonies. Alors, on a une première tentative en 1873, où le Conseil général de la Martinique, à l'unanimité, a demandé les lois d'assimilation, c'est-à-dire que les mêmes lois d'enfance appliquées. Ça, en 1873, c'est-à-dire au moment où, après l'insurrection du Sud, d'accord? Après l'insurrection du Sud, en France, le président Bluctala et on nous va dire président, en tout cas c'est pas mal. C'est intéressant parce que le président Tala, il est élu et puis en chambre conservatrice. Mais 3 ans plus tard, il est toujours élu, mais il est en chambre républicaine. C'est pas Boulanger qui n'est encore, c'est Boulanger. Non, pas Boulanger, Moblier dans le capital, il est en chambre républicaine. Et je crois que vous voyez uniquement inaugurer les chrysanthèmes. Parce que le gouvernement, la Troisième République, c'est un gouvernement de parti, le Parlement tout-puissant, etc. Donc, et donc, à partir de 73-74, le Conseil général de la Martinique, qui omet des mulattes, d'accord, qui a demandé l'application, ça s'appelle l'assimilation des lois, même loi qui en France. D'accord? Et ça, c'est très important. Au cas où, toute fin du XIe siècle là, et début du XXe siècle, là, d'accord, l'ensemble de la classe politique mulatte, mais, et comme on disait, pratiquement tous les maires dans toutes les communes sont des mulattes. C'est tout à fait normal. C'est eux qui font études, c'est eux qui salissent, c'est eux qui savent écrire, etc. C'est eux qui commerçent, etc. Et toute position, c'est l'assimilation. Et jusqu'à la Première Guerre mondiale, après la Première Guerre mondiale, le Caribondi, petit Caribondi. Parce qu'en France, les Martiniquais, parce qu'à partir de 1916, j'ai commencé, c'est-à-dire que les soldats martiniquais, si vous voulez, ils ont été soldats de l'armée française à partir de 1916. Même si depuis 1895, ils ont été autorisés, mais ils étaient de ces gouvernements, le choix gouverneur dans les colonies, le choix d'appliquer le décret. Et pour que les colonisés, Martiniquais, Guadeloupéens, Guyanais, puissent entrer l'armée. Ça a partir de 1916, ils ont entré l'armée. Et après la guerre, il y a payé l'impôt du sang. Ouais. L'impôt du sang. Et il y a tant en France qu'en Martinique, en Martinique, c'est Liméry qui sénatait, qui a posé question, qui a demandé qu'il y ait l'assimilation. L'ancien maire de Fort-de-France, Victor Sévère, bien avant, qui a demandé l'assimilation. Il y a toute la demandé l'assimilation.
c'est-à-dire l'application des mêmes droits. Et donc, pour qui? Alors, après la guerre, c'est intéressant, Première Guerre mondiale, c'est intéressant, parce qu'en Britannique a couru que pour rembourser la dette de guerre aux États-Unis, la Martinique, la Guadeloupe, la Guyane, c'est américain qui a envie et les journaux américains qui ont posé probablement, est-ce que pour payer dette là, est-ce que la Martinique, la Guadeloupe, la Guyane, pas de venir territoire américain. Ouais, et il y a une série de meetings qu'a fait Fort-de-France dans les années 20, 22, 23, et qui, la population, enfin, sous l'autorité du Conseil général et des élites, comme il a dit, des meetings pour protester contre ça. Il parlait, etc. Premièrement, ça semble important. Ensuite, deuxièmement important, c'est naissance du mouvement socialiste là, en Martinique. Et puis, la Gauzière. Ouais. D'abord, ensuite, le mouvement communiste, etc. Il y a toute la même position, c'est l'assimilation. Et même la naissance du mouvement communiste en Martinique en 1920, d'accord, la justice, il y a tout le temps, c'est l'assimilation. Pour qui l'assimilation? Pour ne pas appliquer les mêmes lois, les lois sociales, les lois, etc. Parce qu'il y a un but à l'usine, le grand propriétaire foncier, les centrales sucrières, qui n'a pas qu'à respecter un patate ni de vendre. Donc la loi d'assimilation, c'est une manière de se protéger contre l'usine. Vous voyez bien, ouais, que le journal justice, entre 1920 et jusqu'en 1955-56, d'accord, tout. Ben là, c'est contre l'usine et qu'en Martinique, les lois françaises soient appliquées. Et c'est ça tout le problème. Et nous arrivons effectivement après la Seconde Guerre mondiale, où il y a un programme de la résistance sur le mouvement Unifie la résistance, le MUR. Et le MUR, qui est un programme de la résistance, qui a proposé pour les colonies deux bagailles. L'Union française, pour toutes les colonies, et pour les anciennes colonies, l'assimilation. Et Césaire, élu communiste et bissol de Fort-de-France, d'accord, élu de la région, c'est même pas la fédération, c'est la région communiste, ensuite la fédération communiste, d'accord, qu'a porté au Parlement, évidemment, décision fédération martiniquaise, parti communiste, c'est-à-dire l'assimilation. Et qu'a fait, pour lui, il a dit, mais en même temps, Césaire qui a de l'assimilation, c'est ça qu'a fait différence là entre Césaire et le parti. Césaire à l'époque était membre du parti communiste. Oui, de la fédération communiste. Donc c'est au nom de la fédération communiste, il a demandé l'assimilation. Et Thorez qui était président à un moment-là? Non, Thorez était secrétaire général. Secrétaire général, ouais. Donc c'est au nom de la fédération communiste, il a demandé l'assimilation. Et Césaire a une position très particulière encore de sa pensée de la négritude, c'est-à-dire, il dit cadeau, effectivement, c'est vrai, la lutte des classes, la disparition des classes va entraîner évidemment l'harmonisation, parce qu'il a quand même demandé qu'il nationalise les usines à sucre, les champs de canne en Martinique, mais en même temps, Césaire a une idée bien précise, l'apport de la culture, je dirais, nègre, ou l'Afrique, comme il disait, négro-africaine, dans l'évolution de la Martinique. Parce qu'il y a bien une vision avant-gardiste, quoi. Non, mais là, il a demandé l'assimilation, parce que c'est le 12 mars. Regardez bien. 46, le 12 mars, parce que les a venir les nous, et c'est mon les savent vite qu'au moins. En plus, c'est pressé. Le 12 mars 1946, donc, Aimé Césaire, il a débattu et il a demandé l'assimilation, qui parlant assimilation contre nature, il a assimilation souple et intelligent, loin de la France métropolitaine. Donc, il y a des lois, et nous, des lois d'égalisation pour libérer 1 million d'hommes de l'asservissement. Et dès l'année après, il a retourné, donc le 4 mai 1948, il a retourné à l'Assemblée nationale et lui-même, Aimé Césaire, a déclaré, écoute, là, ça a été demandé à l'assimilation que vous nous offrez n'est qu'une caricature de celle que nous avons demandé. Nous avons demandé l'assimilation des droits de l'homme et du citoyen. Celle que vous offrez, c'est celle de la matraque et des gardes mobiles. Est-ce que au jour d'aujourd'hui, quand le monde a dit, est-ce que elle a changé ou bien est-ce que nous on bat toujours l'option la loi d'assimilation? Non mais comprenez bien, comprenez ce que expliqué là. Oui. En pédition bien précise. Nous sommes après la guerre. Après la guerre, le Parti communiste français est puissant. Il a fait environ 5 millions de voix. Et au membre du gouvernement, il y a 150 députés. D'accord, en un. Donc il est très puissant dans le gouvernement. Nous sommes sur la 4e République. C'est le gouvernement des partis. Donc le Parti communiste français, dont ses éléments, il y a 2 priorités. Un, premièrement, pour les colonies, c'est l'Union française.
d'accord, dans le cadre d'une France, je dirais, républicaine. Deuxième priorité, c'est combattre les USA. Parce que, de l'autre côté, le mouvement communiste international, l'URSS en tête qui vainqueur de la guerre, qui a occupé l'Allemagne, qui a occupé la Pologne, qui a occupé, enfin, il est président dans toute l'Europe de l'Est. Et de l'autre côté, on est américain, et puis c'est anglo-saxon, qui met en place le plan Marshall, qui a baillé l'argent pour développer, pour effectivement. Donc, c'est ça. Alors, Martinique, la Fédération communiste, qui est liée au Parti communiste français, je ai deux priorités. C'est-à-dire que la Martinique vient entrer dans l'espace novateur français, parce qu'il y a une série de réformes importantes qui le parti a proposées, la sécurité sociale, les conventions collectives, etc. Donc, modifier tout ça. Mais l'autre côté, il faudrait combattre aussi les USA. Et donc, il y a dit c'est Martinique, attention. L'assimilation, c'est qui ça? Ces ECADI, ce sont les lois sociales pour sortir du joug de la plantation d'habitation. Et 2 ans plus tard, il faut reconnaître qu'en fait, parce que pas oublier un bagage, ministre des Finances de l'époque, gouvernement de la 4e République, de la 4e République, opposé à l'assimilation. Il a dit que la France en reconstruction, la France n'a pas les moyens d'assumer ses capacités. Mais puissance partie telle à l'époque qui l'a adopté. Et c'est le Parti communiste de la Fédération, c'est pas un couillon, tout de suite qui a constaté que non seulement loi qui est appliquée, premièrement, mais deuxièmement, on peut quand même modifier en organisation économique et sociale du genre demain, qui est une organisation coloniale, de la plantation de l'habitation, d'accord, avec les grands propriétaires fonciers, mode de vie, etc. On peut quand même modifier autrement. Et résultat, les premiers mouvements sociaux qui ont réclamé convention collective, sécurité sociale, etc., les grèves pour augmentation de salaire, parce qu'il est prévu, et dans les cas de convention collective de salaire, déboucher rapidement la fusillade du Corbet, 3 morts. Ensuite, Basse-Prête. C'est bien pas Calvé, ouais. Non, pas Calvé. Tout le monde en connecté. Samedi là, les Matininos qui jouent contre le Costa Rica. Coûtez à l'abordage et les chemboules et gagnez invitation aux autres pour aller supporter les Matininos samedi là. Martinique la première, c'est vous. La première. À l'abordage. La Martinique a une histoire à l'abordage, je vous la raconte. Alors, c'est en désillusion rapidement, parce qu'en fait, les grands planteurs toujours là, pas de problème. Organisation sociale là, il pas modifié, malgré les batailles, la création de la CGT et la puissance la montée du syndicalisme. Oui, la puissance du parti. Pas oublier que Gratien, premier président conseil général de la Martinique après la guerre, la puissance du parti a pratiquement plus de 50% des voix. Et ils ont un but, effectivement, et puis les grands planteurs, les béquets, parce que le modèle organisation politique là et sociale là pas changé. C'est-à-dire l'habitation, l'usine sucrière, etc. Et évidemment, affrontement frontal. Il y a frontal, rapidement, c'est Carbet et c'est Basse-Prête. Et c'est Zek a dit, le Parti communiste martiniquais, la Fédération du Cadre, c'est pas assimilation, t'as demandé que les lois appliquées, il y a nous matraque et puis fusil. Donc, désillusion rapide. Et ça a débouché en la démission saisir de la Fédération communiste, et deuxièmement, que la Fédération communiste a transformé aussi en Parti communiste martiniquais. C'est-à-dire, l'assimilation telle que c'est été imaginée au sein du Parti communiste français, sans désillusion de la plus totale. La Maurice Torres. Voilà. Alors, pas oublier deux bagailles, c'est en Algérie, 1945, c'est Sétif, c'est 45 000 morts. Pas oublier, c'est la guerre d'Indochine. Et puis, 54, la bataille de Dien Bien Phu, et l'armée française pète et le Vietnam. Donc, il y a un bouleversement du monde colonial entre 45 et 54-55. Et la Martinique n'a pas échappé à ça. Pas échappé. Ils comprennent, ces communistes-là, pas échappé à ça. Ils comprennent très bien que l'assimilation, je ne pas dire la départementalisation, c'est l'assimilation au droit de guerre, ça n'a pas marché. Et c'est la désillusion, en fait. Évidemment, mais entre-temps, les partisans qui étaient contre l'assimilation des colons, les béquets, ils ont venu assimilationnistes. Ils ont venu
assimilationniste. Puisque le système va dans leur intérêt. Mais oui, il est assimilationniste. Résultat, l'histoire de l'assimilation, c'est une histoire pour nous refaire, pour ces gens bien comprendre bien. Je vais répéter, lorsque Césaire a été élu, puis Bissol, il était membre de la Fédération communiste. Le Parti communiste français était extrêmement puissant après la guerre. Les lois d'assimilation qu'il demandait est liées à une vision du Parti communiste français sur les anciennes colonies et même dans les nouvelles colonies dans le cadre de l'Union française. Troisièmement important, la manière dont la Martinique et la Guadeloupe étaient organisées, l'économie organisée, l'économie encore coloniale de plantation. C'est sucre, c'est canne et tibien banane qui apparaissent, mais c'est surtout canne et sucre. Et c'est les rapports entre la colonie, c'est ça qui expliquait ça, et la métropole de la France, ce sont des rapports colonialistes. Ah oui. Ce sont des rapports colonialistes. Et tout de suite, rien n'a pas changé dans ce modèle de rapport-là. Et Césaire qui a démissionné du parti, et la Fédération communiste lui-même qui a créé un parti communiste autonome, parti communiste martiniquais. C'est-à-dire, c'est la fin de l'illusion de la départementalisation. Donc, l'assimilation qui a commencé, et puis la Révolution française, il y a une première brèche fin du XIXe siècle, mais grande brèche l'a faite, si vous voulez, des années 56-57, pratiquement 10 ans après la loi d'assimilation, tout le monde comprend, enfin, l'élite comprennent qu'en fait, ça n'a pas marché. Et nous, regardez, après les émeutes de décembre 59, l'ensemble du Conseil général de la Martinique a fait en motion pour demander que les Martiniquais puissent gérer en grande partie leurs affaires. Nous sommes le 25 ou le 30 décembre 1959, après les émeutes, et l'ensemble de la classe politique du Conseil général, communiste, socialiste, UNR, etc., a demandé effectivement qui ont modifié l'assimilation. C'est-à-dire qu'il y a une forme d'organisation du pouvoir martiniquais pour gérer même le poste des affaires. Parce que, en fait, ça qui fait entre 46 et pratiquement 60, c'était plus facile d'appliquer les lois d'organisation fiscale pour la Martinique que mettre en place les lois d'organisation sociale, d'accord, et politique pour la Martinique. Et la désillusion, c'est ça, c'est l'écart. Ensuite, l'ensemble des fonctionnaires français qui arrivent ici, non seulement réclament, évidemment, les 40%, etc., mais ils ont demandé aussi des logements spéciaux et des primes pour le linge, parce qu'il y a surplis, il faut lisser là. Il faut lire ces rapports-là. La prime de chaleur aussi. Oui, c'était ça. Prime de chaleur, ça existait, oui. Oui, ça a existé. Il y a quand même des logements spéciaux pour eux aussi, hors des zones... Et là, nous partis en France, il n'y a pas jamais nous primes de froid du haut. Donc, il y a un petit doudoune. Vous remarquez bien là, donc si vous voulez, rapidement, modèle comportement colonial n'a pas changé. Et affrontement, en même temps, il est rapide, il est consensuel parce que les fonctionnaires obtiennent des 40%. D'accord? Mais en même temps, population dans les campagnes n'a pas changé bien. Et même l'exode rural autour de Fort-de-France, c'est encore pire qu'à l'époque. Donc, il y a une espèce de désillusion, effectivement, de la loi d'assimilation. C'est pas ça qu'il a pensé. Et Césaire qui quitte le Parti communiste, qui quitte la Fédération communiste, et la Fédération communiste qui vient du Parti communiste, il a attaqué un nouveau modèle, il a proposé un nouveau modèle, une nouvelle pensée de la Martinique. En 59, l'ensemble du Conseil général qui a dit qu'il faut changer, pas statut, mais mode de fonctionnement, c'est-à-dire en forme d'autonomie interne, pour que les Martiniquais même plus jouer là. Donc, la loi d'assimilation, qui naît, et puis la Révolution française, qui n'y a type bref au XIIe siècle, et après la guerre, jusqu'aux années 50-60, il attaquait de toutes parts. Et Césaire, même dans le texte, non, 48, Césaire a dit, mais c'est pas ça, nous demandons. Nous demandons des fusils, nous demandons des matraques. Nous demandons l'application des lois sociales et politiques martiniques. Donc, c'est ça qui est important pour comprendre. Il y a le côté amer de Césaire aussi qui est déçu du Parti communiste, il y a ça aussi. Mais en dehors de ça, quelques années après, et pas ni longtemps dit ça, pas tenu un référendum qui était fait. 73, nous toujours commandé plus machin. Et bien, il y a un référendum qui fait, et puis ils ont refusé. Non, mais Polo, il y a des problèmes qui posaient quoi. C'est jusqu'en années 60, les partis politiques martiniques étaient relativement autonomes. Et à partir de 60, de l'aide au code passé en 1962, les partis politiques martiniques sont liés au grand parti français, l'UNR ou UDT. Donc, ils ont appliqué volonté parti
dans la Martinique. Tout ça, on va dire là, d'accord, mais soi-disant, c'est tous les jours, marathon, il nous faut plus de pouvoir pour nous gérer. Au moment où tu es pour Niger, on peut refuser, donc c'est ça, on va répondre. On ne peut pas refuser. Ça en perd des stocks bien précises, d'accord, où on a une élite qui a pouvoir là, qui a posé probablement en fonction, sera créé en français des contingences, c'est-à-dire des situations sur là. Des contingences de poche. Ouais. Non, de contingences. Ah, d'accord. D'accord. Tu as le cul entre deux chaises. Et des contingences. Vous comprenez? Nous, dans un pays rural, d'habitation, etc., en population, pratiquement à 60%, il est très analphabète. On y 20 collèges, on y 3 lycées en Martinique. Donc, c'est une reproduction des élites à travers l'éducation qui est très simple. Les écoles de campagne, l'école de Rameau, pas qu'à exister. C'est à partir de 1960 qu'on commence. Non, mais on est capable de l'autre jour. Hein. Non, mais l'autre jour, c'est notre problème. Nous sommes capables des années bien précises jusqu'en 60. Et pour comprendre ça, donc, sous les lois d'assimilation, nous fêter, pour fêter, nous pas fêter. Parce que tout le monde fêter. Ben, vous parlez de honte. Tout le monde fêter. Vous parlez de honte fêter, loi d'assimilation là. Mais, faut rappeler ces mots-là, contexte là, à l'époque, Seconde Guerre mondiale, la puissance du Parti communiste français, le Parti communiste martiniquais qui a demandé l'assimilation. La zone nous bout. Évidemment, les limites d'ici, ben, là. La zone nous bout. Merci. En pile, jeudi prochain, nous gagnons l'autre thème dans la Martinique à une histoire et à l'abordage. Vous la raconte. Merci en pile, monsieur Abel Alexis Louis, d'avoir passé ce moment là. Ah, bah oui, parce que il y a combien? Passé 12 livres. Donc, il y a 12 émissions pour y faire. Merci en pile et à très bientôt. Merci, émissions font ça. Force et puis courage. Toi, son chimie, on va pas barrer, on peut entrer caillou tranquillement. Vous trouvez la clé finalement? Oui. Depuis la semaine passée. Oui.